Merci à Pierre Rosenberg pour cette présentation et puis merci à Bénédicte Savoie et à Yann Potin pour cette invitation à échanger autour de ce sujet passionnant, vraiment riche de discussions à venir. Donc merci beaucoup. Alors, des œuvres qui parlent, le devenir des signatures en méfékite à l'âge moderne. Le titre de mon intervention a quelque peu changé, puisqu'évidemment, comme vous allez le comprendre avec mon intervention, ces signatures en méfékite, si importantes à l'âge médiéval, disparaissent à l'âge moderne. Alors, comme point de départ à cette intervention, plutôt que de prendre un objet, j'ai voulu me saisir d'un ouvrage relativement récent et important, il me semble, l'ouvrage de Horst Bredekamp, La théorie de l'acte d'image, un ouvrage donc paru en 2010 et qui a été traduit en français en 2015. Dans son ouvrage, Horst Bredekamp évoquait des œuvres parlantes. Dans son livre, il se fondait sur les nombreuses inscriptions qui marquent les sculptures, les statuettes, les objets religieux ou guerriers, les objets quotidiens, depuis l'Antiquité la plus ancienne jusqu'à l'âge médiéval, en insistant notamment sur les signatures en méfékite. Dans son livre, Bredekamp revient à plusieurs reprises sur l'idée qu'avec les Lumières, donc à l'âge des Lumières, il y aurait une rupture entre des théories de l'image antique et médiévale, qui les présentaient comme vivantes, comme agissantes, et de nouvelles théories apparues autour de 1750, qui considèrent désormais l'idée d'une vie des images comme le résidu d'une pensée magique ou le produit de fantasmagories religieuses. Alors aujourd'hui, c'est précisément cette rupture des Lumières, cette tentative d'historiciser ces théories de l'acte d'image que je voudrais revisiter, retravailler un petit peu, à partir de mes propres travaux sur les signatures et les marques que l'on trouve sur les tableaux de cette époque, donc de la période des Lumières. Et j'aimerais proposer quelques hypothèses sur ce que ces marques peuvent nous dire de la constitution d'un rapport à l'art et d'un droit des objets autour de 1800. Alors, comme l'ont montré les nombreux travaux récents des médiévistes sur ce sujet, les signatures en méfékite sont nombreuses en Europe, notamment à partir du XIe siècle, où les œuvres qui parlent sont usuelles, avec un recours rhétorique tout à fait conventionnel au jeu, JE, de l'artefact. Les œuvres parlent. Quelques exemples parmi de nombreux exemples. Alors, voici une inscription, Unbertus me fecit, voilà, une inscription apposée sur un chapiteau de l'abbaye Saint-Benoît-sur-Loire au XIe siècle. Vous devinez à peine, mais voilà, Umbertus à gauche, me fecit sur la photo de droite. Un autre exemple qui viendra dialoguer directement, je pense, avec la communication d'Isabelle Lemann de Clermont, cette broche d'Edwen conservée au British Museum de Londres et qui date elle aussi du XIe siècle, qui porte à son revers, donc ici, et là je me fie au site du British Museum, qu'Edwen me tienne en sa garde, qu'en sa garde le Seigneur la tienne, que le Seigneur maudisse celui qui d'elle, on parle là de la propriétaire de la broche, celui qui d'elle m'enlèverait, à moins qu'elle ne me donne de son propre gré. Alors, non seulement l'artefact est ici personnifié, doté d'une voix, mais ce jeu, JE, il me semble intéressant parce qu'en fait, il permet de décrire des mondes sociaux, comme l'a dit aussi Yann Potin dans son introduction, permet de décrire des mondes sociaux, mais qui sont organisés selon le point de vue de l'objet. Et de rendre compte donc des interactions depuis le point de vue de l'objet avec les propriétaires, les commanditaires ou les créateurs, avec éventuellement aussi le lieu d'appartenance de l'objet, car le lieu est très important dans ces mini-récits médiévaux. Donc dans la fiction rhétorique de l'inscription, c'est l'objet, qu'il soit une arme, un bijou, une architecture, qui organise un monde autour de lui en se plaçant au centre, me fecit. Ces actes d'auto-énonciation, cette personnification des objets peuvent aller jusqu'à l'affirmation rhétorique d'une intentionnalité et même d'un récit, comme dans ce second cas qui rejoint tout à fait le cas évoqué précédemment, où le bijou est attaché à sa propriétaire par la volonté divine et qu'il maudit ses éventuels voleurs. Ces signatures en méfékite sont également usuelles jusqu'à la fin du XVe siècle sur les tableaux qui se présentent aux regardeurs à la première personne. Une des dernières grandes instances, à mon sens, de ce type de signature est proposée dans le tableau de Jan van Eyck, L'homme au turban rouge, conservé à Londres à la National Gallery.
Donc, si vous regardez le tableau, et plus particulièrement le cadre du tableau, vous avez au-dessus inscrite la devise de Jan van Eyck, « Aussi bien que je peux, als ich kann », donc le « ich » de Jan van Eyck, le « je » de Jan van Eyck, et en dessous, une autre inscription signature, « Jan van Eyck m'a fait le 21 octobre de l'an 1433 ». Donc ici, c'est le « je » du tableau qui s'exprime. Il y a bien un dédoublement du « je » avec ce « je » JEU sur le « je » JE de l'artiste dans la devise et le « je » de l'artefact dans l'inscription. Il y a bien une mise en scène réflexive, savante, qui va plus loin là que la seule convention médiévale. En ces années où le tableau connaît une de ses premières phases d'instauration en tant que chose, et là je reprends l'expression de Victor Stoichita dans l'instauration du tableau, on peut dire que ces inscriptions ont le pouvoir de mettre en scène dans l'œuvre les acteurs sociaux qui président à son existence, l'artiste, le commanditaire, le regardeur, le propriétaire. Le tableau inscrit l'objet dans un réseau d'interaction sociale, polyphonique, et parfois même concurrente. Là, c'est un autre exemple que je voulais vous donner, de voix concurrentes qui s'expriment dans un tableau. Il s'agit ici du portrait de Caterina Cornaro par Gentile Bellini, un tableau réalisé vers 1500, dans lequel le modèle, Caterina Cornaro, ancienne reine de Chypre, proche des plus grandes familles vénitiennes, s'efface devant la grandeur de la main de l'artiste, Gentile Bellini, qui n'est pas tout à fait n'importe qui non plus, puisqu'il revient de Constantinople, où il a peint le sultan Mehmed II. Alors, faites-moi confiance pour la transcription de cette inscription qui est devenue quasiment illisible, mais qui a été traduite par un collègue, Carlo Corsato. « Combien je suis grande, tu le vois, mais plus grande est la main de Gentile Bellini qui m'a représentée sur une planche aussi petite. » Donc ici, on voit combien la voix du tableau, le jeu du tableau, s'est tue devant l'affirmation de deux instances énonciatives fortes, celle donc, qui est celle du modèle royal, mais aussi l'instance énonciative de l'artiste. Alors que se passe-t-il au moment des Lumières, lorsque les théories relatives à l'agir de l'image sont mises en cause, déclassées du côté de la magie et de la croyance, et sont exclues du cadre nouveau de la théorie esthétique, mis en place d'abord par Baumgarten en 1750, puis réinstauré par Emmanuel Kant en 1790. Au XVIIIe siècle, en tous les cas dans la peinture française que j'ai étudiée, les tableaux ne s'expriment plus à la première personne. Le jeu de l'artefact a disparu, c'est l'artiste qui occupe l'espace de l'énonciation dans l'œuvre. Et de ce point de vue, il me semble qu'il ne faut pas mésestimer l'importance de l'énonciation octoriale, qui se déploie en ces années et qui permet donc d'historiciser, et je crois qu'on en a besoin, ces théories de l'acte d'image. Alors, je vais juste prendre un exemple, il y en a beaucoup, un seul donc, mais tout à fait emblématique de cette présence affirmée de l'artiste dans l'espace fictionnel du tableau au moment des Lumières. Il s'agit donc d'un tableau d'Hubert Robert que vous avez pu admirer lors de la récente exposition de l'artiste au Louvre, Les Bergers d'Arcadie, donc un tableau réalisé en 1789 et qui porte en son centre cette inscription, voici le détail, DM, donc Audieman, et ego pastor in Arcadia, H. Robert, 1789. Moi aussi, j'ai été pasteur en Arcadie, Hubert Robert. Avec cette inscription, l'auteur circonscrit cette figure octoriale que j'évoquais, il se dote d'une intériorité, d'une conscience historique dans son rapport à la mort et au passé, et d'une conscience esthétique, puisque ce tableau, bien évidemment, dialogue avec l'autre tableau de Nicolas Poussin, tableau que Robert avait pu admirer lorsqu'il était garde des tableaux du roi à Versailles. Autrement dit, le ego d'Hubert Robert, c'est ego, ici renvoie au jeu octorial, il n'a plus rien à voir avec le motto présent dans l'œuvre de Poussin, ou ego, je ne vais pas vous faire un résumé des textes de Louis Marin et d'Erwin Panofsky, mais où on sait que l'indétermination est centrale et au cœur même de l'interprétation de l'inscription de Poussin, ego, et ego in Arcadia, où on ne sait pas si ego désigne le mort ou la mort.
Donc on mesure ici à quel point ce tableau d'Hubert Robert, qui pourrait passer pour une plaisante scène pastorale, peut aussi, doit surtout se comprendre comme une réflexion savante, centrée sur le jeu JE de l'artiste, son dialogue avec les maîtres anciens et l'affirmation, surtout, de sa présence autographe à l'œuvre, car qui oserait signer, inscrire son nom de cette manière, délicate, tremblée, si ce n'est Robert lui-même, et non pas l'un de ses assistants. Donc on a une coprésence très forte, pas seulement rhétorique, de l'artiste à la toile. Ce jeu de l'artiste, adossé à un droit d'auteur qui va prendre sa forme juridique, puisque le droit est au cœur de notre journée, forme juridique donc en 1793, remplace le jeu de l'artefact. C'est le principe octorial qui occupe l'espace d'énonciation dans l'œuvre. Il y a là un premier déplacement, il me semble, par rapport aux œuvres qui s'exprimaient à la première personne. Mais cette trace n'est pas la seule, car le tableau, en tant que chose, en tant qu'objet, est susceptible de porter d'autres marques, et notamment celle de son propriétaire. La marque de collection, comme on l'appelle dans l'histoire du connoisseurship, s'inscrit elle aussi dans une histoire longue et ancienne. On l'a vu, c'est la tradition des ex-libris pour les livres et les manuscrits, mais c'est aussi la tradition des cachets pour les dessins ou les tableaux. Alors les premiers cachets apposés sur des dessins seraient du temps de Giorgio Vasari, si j'en crois les lectures que j'ai faites, mais en tout cas ces cachets ne disparaissent pas à l'âge moderne, ils perdurent. Et ici je vous propose deux exemples de cachets que l'on peut trouver au revers. J'insiste, on n'est pas dans l'espace fictionnel du tableau, on est dans le tableau comme chose, donc on est ce qui est derrière l'image. Deux sceaux en réalité. Donc le premier, celui d'Everhard Jabach, donc ce banquier qui a cédé sa collection à Louis XIV, hein, donc collection qui est au cœur du musée du Louvre. Je passe rapidement sur cette histoire et sous le couvert de Monsieur Rosenberg. Et autre cachet, celui du prince de Carignan qui va céder sa collection aussi à Louis XV en 1741 et voilà, qui a laissé sa marque sur ces tableaux. Que nous disent ces noms, ces signatures, ces marques apposées sur l'œuvre, non pas, j'insiste, dans l'espace rhétorique de l'œuvre, mais dans la dimension matérielle de l'œuvre. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces noms, ces signatures, ces marques, si on veut bien se déprendre d'une seule histoire, de la provenance ou du pédigré? Que cela veut-il dire de marquer ainsi un objet de son nom, d'y apposer son empreinte? Ces signes manifestent la force de l'individu et la force d'un sujet qui s'institue à travers ces marques et dans l'objet, que ce soit comme auteur ou comme propriétaire. C'est pour cela que, pour parler de ces marques, je propose de parler d'une anthropologie matérielle du tableau. D'autant que ces marques participent à une économie plus large qui fait la part belle à des réseaux de noms. Ainsi, ce catalogue de vente, publié en 1786 à Paris, où l'on voit comment les noms propres, donc ici vous avez le nom de l'auteur, Van Dyck, et le nom des propriétaires successifs, Guéniat, Boisset, Bruno, Poulain, tout ça qui inscrit l'œuvre dans un réseau de noms propres, qui est aussi un réseau de valeurs, de signification et de droits. Et voilà comment le nom devient un label de qualité, d'authenticité, dans un marché public de l'art en plein essor. Ainsi, la polyphonie dans l'œuvre ne cesse pas, dans l'objet, mais c'est moins la voix de l'objet lui-même que l'on entend que celle des humains, auteurs, propriétaires, qui ont droit sur lui. Ceci s'exprime très clairement au moment des confiscations révolutionnaires en France, puis de l'institution du musée en 1793. Ces tableaux, c'est ce qui est écrit dans les textes de l'époque, ces tableaux étaient la propriété, on dit le bien, des individus. Ils vont devenir la propriété de la nation. Et ce qui est très intéressant, c'est que la marque du musée va s'y imprimer, comme s'y imprimait la marque du propriétaire individuel. Alors ici, je n'ai pas résisté à l'envie de mettre la marque de Dominique Vivant-Denon, premier directeur du Louvre, avec ses initiales DN, la figure de la fourmi et du crible qui désigne le regard et la patience de l'amateur, et ensuite ici le premier cachet du musée du Louvre qui date de 1793. Et en dessous, pour montrer que ça ne concerne pas que l'institution Louvre, ce cachet qui est apposé donc au British Museum en 1818, lorsque la collection de Sarah Banks entre au musée, on a donc ce cachet où s'allie le nom propre du propriétaire à celui de l'institution. Donc on voit bien comment ici l'institution muséale, comme le marché, vont reprendre, vont réinterpréter et reprendre ces pratiques anciennes et multiséculaires. Alors, que conclure très rapidement et même temporairement, sans doute très temporairement, de tout cela? Comment ceci peut-il nous aider, c'est un peu l'idée que j'avais en tête, à historiciser l'idée que les œuvres sont animées à travers tous les siècles, etc.
Première idée, d'abord cette rupture dans les théories de l'image qui intervient à l'âge des Lumières, comme l'ont montré Horst Bredekamp, mais aussi Caroline von Eck. Donc cette rupture se manifeste dans les inscriptions qui marquent les tableaux. Oui, on élit désormais le jeu ego de l'auteur, la marque du propriétaire, plutôt que le jeu de l'artefact. S'y expriment les droits qui s'exercent sur l'objet, le droit d'auteur, 1793, autant que le droit à la propriété individuelle, rappelé dans l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Deuxième point pseudo-conclusif, ces marques du nom, qu'elles soient octoriales ou possessives, manifestent les interactions désirantes avec l'objet tout au long de sa biographie. Les œuvres ne parlent pas, certes non, mais les marques qu'on y dépose témoignent de la capacité de ces œuvres à créer de la valeur patrimoniale, esthétique, économique, à réordonner autour d'elles les relations, les émotions et les interactions, et à capter, sous la forme de ces signes très matériels, des existences singulières d'individus tout au long de leur vie sociale. L'institution muséale, tout comme le marché, qui se développe, pour aller vite, autour de 1800, le marché public j'entends, autour de 1800 en Europe, ne s'y trompera pas en réinvestissant ces marques par des cachets apposés sur les œuvres, des cartels sur les murs des musées, qui contribueront avec efficacité à une nouvelle fabrique de la grandeur des œuvres. Merci beaucoup.